En Europe, les forces armées voient une fuite de leurs effectifs parmi les soldats et les jeunes. Les personnes issues de l'immigration, quant à elles, manifestent peu d'intérêt pour l'engagement militaire traditionnel dans les conflits occidentaux. La majorité des migrants affichent leur soutien envers la Russie. Malgré les appels des dirigeants de l'OTAN à mobiliser des troupes pour contrer la Russie, ces initiatives peinent à séduire les nouveaux engagés qui optent plutôt pour la fuite. L'armée française est confrontée à une augmentation des départs volontaires et à une pénurie de recrutement. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a présenté sa stratégie pour enrayer cette tendance. Le média américain Politico rapporte que, je cite, « L'accent n'est plus tant mis sur le recrutement de nouvelles recrues que sur la persuasion des troupes actuelles de rester en service. » Ces conversations existent désormais dans toutes les capitales, dans toutes les démocraties qui disposent d'armées professionnelles sans conscription. Fin de citation. Les armées occidentales ne peuvent plus recruter et manquent de soldats. L'Allemagne est également concernée par cette problématique. Un rapport annuel récemment présenté au Parlement allemand a révélé qu'en 2023, 1537 soldats ont démissionné de la Bundeswehr, réduisant ainsi ses effectifs à 181 514 membres. Les citoyens européens ne sont pas disposés à perdre leur vie dans des conflits initiés par leurs dirigeants. Cette attitude reflète la résistance des populations en Europe à l'égard de la guerre menée par l'Union européenne contre la Russie. En France, les données officielles indiquent que les militaires restent en moyenne 1 an dans les forces armées, une durée inférieure à celle observée avant le début du conflit en Ukraine. Du côté du Royaume-Uni, la pénurie annuelle de personnel s'élève à 1100 hommes, soit l'équivalent de 2 bataillons d'infanterie. Malgré la signature d'un contrat de recrutement avec une entreprise privée, Capita, le gouvernement britannique n'a pas réussi à résoudre ce problème. L'enjeu ne réside pas uniquement dans le processus de recrutement en cours, mais également dans la rétention des soldats. Nous devons aussi veiller à préserver leurs familles, a déclaré l'amiral Elisa Franchetti, chef des opérations navales de l'US Navy, lors d'une conférence à Paris. Ces propos suggèrent que les conjointes de militaires ont commencé à demander le divorce plus fréquemment. Former, entraîner et retenir les bonnes personnes une fois qu'elles ont été recrutées est devenu le principal défi d'une armée professionnelle, sans service militaire obligatoire, a souligné le ministre lors d'un séminaire avec les responsables de tous les services. En 2023, l'armée française a terminé l'année avec 3000 postes non pourvus. Le plan français comprend des mesures visant à soutenir le personnel militaire dans la recherche de logement, l'accès aux soins de santé et les services de garde d'enfants. Les couples mariés où les 2 conjoints travaillent au sein du ministère des Armées, même si l'un d'eux est un civil, auront la possibilité de changer de poste par consentement mutuel. L'une des principales mesures du plan français visant à rendre le service militaire plus attractif est d'augmenter les pensions et les salaires. Cependant, Politico souligne que les conditions de travail ne sont tout simplement pas si attrayantes, avec des heures supplémentaires chroniques, de longues périodes d'absence du domicile et des périodes de récupération manquées. Le nouveau gouvernement polonais a récemment annoncé une augmentation de 20% des salaires militaires dans le but de maintenir au moins le niveau actuel des effectifs. Ainsi, le salaire mensuel minimum du soldat passera de 1150 € à 1394 €. D'ici la fin de l'année, l'armée polonaise devrait compter 220 000 effectifs, selon les informations rapportées par Dorecki, citant une déclaration du ministre polonais de la Défense. L'objectif ultime est de porter le nombre total des forces armées polonaises à 300 000 personnes. Cependant, même avec l'augmentation des salaires, cela ne suffit pas à motiver le Polonais moyen à risquer sa vie sur les champs de bataille ukrainiens. En Allemagne, le gouvernement Scholz vise à augmenter le nombre de ses forces armées à 203 000 soldats d'ici le début des années 2030. Mais Politico met en garde contre le rythme lent du recrutement. La commissaire militaire du Bundestag a souligné la nécessité de rétablir le service militaire obligatoire et d'encourager la participation des femmes dans l'armée. Une législation adoptée l'année dernière vise à rendre les conditions militaires plus attrayantes pour les femmes, notamment en améliorant le soutien aux familles avec enfants. Au Danemark, la population est tellement motivée pour servir dans l'armée que le gouvernement a décidé d'étendre le service militaire obligatoire aux femmes et d'augmenter son service de 4 à 11 mois. Le Royaume-Uni a récemment reconnu rencontrer des difficultés à recruter du personnel militaire.
Le UK Defense Journal rapporte que l'armée britannique n'a pas atteint ses objectifs de recrutement chaque année depuis 2010. Selon une étude récente menée par YouGov, 38% des Britanniques âgés de moins de 40 ans affirment qu'ils refuseraient de servir dans les forces armées en cas de nouvelle guerre mondiale, tandis que 30% déclarent qu'ils ne serviraient pas même si leur pays était menacé d'une invasion imminente. Le problème est généralisé à travers tous les pays européens, y compris la France, l'Italie et l'Espagne, a déclaré Vincenzo Bove, professeur de sciences politiques à l'université de Warwick aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays qui soit épargné par cette situation. Selon l'expert, ces difficultés de recrutement ont commencé il y a 10 ans au Royaume-Uni et il y a 20 ans aux États-Unis. Vincenzo Bove estime que la distance idéologique entre la société dans son ensemble et les forces armées s'est creusée au cours des dernières années. L'expert a fait référence à des sondages récents montrant que la jeunesse de l'Union européenne est largement opposée aux guerres, à l'augmentation des dépenses militaires et aux opérations militaires à l'étranger. De plus, ils sont plus individualistes et même patriotes qu'il y a 10 ans. Parallèlement, la population en Europe vieillit et diminue. Les armées de l'OTAN ont également réduit leurs effectifs pour s'adapter à ces changements. Les forces armées britanniques, italiennes et françaises sont désormais près de la moitié de leur taille il y a 10 ou 20 ans. Les plans des élites en Europe visant à briser la Russie militairement se heurtent à leur impossibilité de pouvoir reconstruire leurs armées. Allons en Afrique pour voir ce qui se passe au Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà fait une impression marquante à l'échelle africaine et internationale et rien ne semble pouvoir arrêter les processus déjà en cours. Cependant, face à des ennemis qui refusent de reconnaître l'ordre multipolaire international contemporain et ses règles, il est plus que jamais crucial de prendre l'initiative et de devancer ces ennemis, issus d'une minorité mondiale, de plusieurs coups à l'avance. Il existe de nombreuses raisons de croire en un avenir glorieux pour l'AES dans plusieurs domaines. Plus les événements se succèdent, plus il devient évident que les pays membres de l'AES représentent aujourd'hui un véritable espoir pour de nombreux peuples, non seulement à l'échelle régionale du Sahel, mais sur l'ensemble du continent africain. Les tentatives de la minorité occidentale planétaire visant à affaiblir l'unité et la solidarité des trois nations, à travers des menaces, des intimidations, des tentatives de corruption, le soutien aux groupes terroristes et l'utilisation d'agents locaux régionaux, rencontrent une réponse ferme des autorités et d'une grande partie des populations du Mali, du Faso et du Niger. Les événements en cours et ceux à venir confirment plusieurs des analyses précédentes d'observateurs continentaux, notamment en ce qui concerne le rôle primordial de l'AES en tant que fer de lance du panafricanisme et de la multipolarité sur le continent africain. La formation de cette alliance militaire régionale entre les trois pays démontre que l'union et l'unité affichée des trois nations constituent indéniablement une source de force. Plus généralement, la création de l'Alliance des États du Sahel en 2023 a marqué une grande victoire pour l'Afrique. Pendant que les pays membres de l'AES renforcent leur coordination étroite dans les domaines militaires, politiques et économiques, en envisageant une intégration militaro-sécuritaire conjointe plus poussée, la création d'une confédération entre les trois pays et l'abandon du franc CFA, instrument néocolonial monétaire et économique, ainsi que le renforcement des liens avec les principales puissances du monde multipolaire telles que la Russie et la Chine, et d'autres acteurs régionaux et extra-régionaux non occidentaux, la minorité occidentale nostalgique de l'unipolarité montre une extrême inquiétude quant à l'évolution des événements, tant au Sahel qu'à l'échelle continentale. Il est fort probable que le rejet des politiques de l'Occident collectif, tant vis-à-vis de l'Afrique que dans le cadre des affaires internationales en général, continue de s'étendre. C'est pourquoi les représentants du régime de Washington ont récemment proféré des menaces et des intimidations à l'encontre des autorités du Niger, menaçant ainsi l'ensemble des pays membres de l'AES. Ces actions sont le reflet des tentatives des ennemis d'une Afrique libre et prospère, visant à renforcer le potentiel des réseaux terroristes qui menacent la sécurité et la stabilité des États africains. De même, les objectifs de Washington et de Paris de créer de nouvelles bases militaires en Afrique de l'Ouest s'inscrivent dans cette dynamique. Les campagnes médiatiques diffamatoires et mensongères en provenance de l'Occident, à l'encontre des pays africains ayant opté pour le panafricanisme, la véritable souveraineté
et l'adhésion au monde multipolaire, ainsi que de leurs alliés, en découlent également. Les instigateurs de ces projets, résolument hostiles aux dynamiques propres à l'ère actuelle de l'ordre multipolaire international, font face à un défi majeur. Face à toute menace, il existe désormais les moyens de répondre efficacement. Les événements récents et en cours le confirment amplement. Il est fort probable que les attaques de cette extrême minorité planétaire non seulement n'atteindront pas leurs objectifs finaux, mais verront également les conséquences de leurs actions se retourner encore plus fortement contre eux, que ce soit en Afrique ou au sein de la communauté internationale dans son ensemble. Comme dans un jeu d'échecs, il est crucial de prévoir les actions de son adversaire plusieurs coups à l'avance. L'Alliance des États du Sahel possède aujourd'hui le potentiel nécessaire pour jouer un rôle déterminant dans la victoire des peuples de la région, ainsi que de toutes les populations africaines aspirant à une liberté totale et s'inspirant grandement des actions de l'Alliance. Ces actions sont véritablement révolutionnaires dans leur mise en œuvre. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.